Ben oui, c'est possible, Raphaël. Quand on ose parler de nos passions ou d'un métier ou d'un projet, c'est fou ce qui peut arriver, là. Ouais, peut-être. Moi, je sais pas, on dirait que j'hésite entre trop de choses. L'important, c'est de tester ses idées. Tu vas être infirmière ou spécialiste en robotique. Je le sais-tu, moi. Moi, on m'a déjà dit que je pouvais être éleveur de lapins ou réparateur de filets de pêche. Faut le faire, là. Ouais, mais moi, j'ai aucune idée de ce que je veux faire. Toi? Ben voyons, t'as toujours rêvé de travailler dans l'immensité de l'espace. Puis en même temps, t'es tellement minutieuse. Hey, démêler des filets de pêche dans l'immensité de l'océan, ça te tenterait pas? Tu devrais prendre des cours d'humoriste avec Patrick. L'important, c'est d'identifier ce que t'aimes puis de l'essayer. Fonce. Raphaël, à sa grande surprise, a pu en savoir plus sur le programme technique de prothèse dentaire, un métier qui l'intéresse. C'est pas un rêve. Raphaël a pu s'informer sur les possibilités en aérotechnique. C'est pas sûr qu'elle va faire un de ces métiers-là, mais grâce à sa persévérance, on sait jamais. Oublie jamais que tout est possible. Ose, parle-en autour de toi, persévère. Qu'est-ce que t'as à perdre? Bonjour et bienvenue, chers élèves de la 3e à la 5e année du secondaire. Mon nom est Frédéric Charpentier. Très heureux d'être parmi vous aujourd'hui. Merci particulièrement aux enseignants de rendre possible la diffusion de cette présentation toute spéciale aujourd'hui dans le cadre des Journées de la persévérance scolaire qui ont lieu cette semaine partout au Québec. En Montérégie, on ne fait pas des choses à moitié. On vous propose dès maintenant un entretien exclusif avec notre porte-parole. Il est humoriste, comédien, animateur, musicien, chanteur. Il fait de la télévision, des podcasts. C'est un multidisciplinaire aux multiples talents et surtout très sympathique, très drôle. On l'accueille chaleureusement, Patrick Groux. Hey, salut! Est-ce que c'est des vrais applaudissements, ça? Ah oui, tu peux pas croire, dans les dizaines et des centaines de classes en ce moment en Montérégie, on t'applaudit, Patrick. C'est vraiment cool de savoir que je suis dans les classes en ce moment. Salut tout le monde. Je trouve ça vraiment le fun. Ça fait longtemps pour toi d'être dans les classes? Ouais, j'ai eu 50 ans, moi, les amis, cette année. Fait que ça fait quand même assez longtemps. Des applaudissements, c'était le temps, s'il vous plaît, les applaudissements à la régie. Pour 50 ans, c'est pas rien. ouais, Oui, merci. Hey Patrick, on est avec des jeunes en ce moment, 14 à 17 ans, secondaire 3, secondaire 5. Tu penses qu'ils te connaissent puis ils te reconnaissent pourquoi, en fait? Et là, faudrait leur demander. Je sais pas, il y en a peut-être même qui ne me connaissent pas parce que ça fait longtemps que je fais ce métier-là. J'ai commencé à 19 ans dans un groupe d'humour. Donc, ça fait, écoute, 31 ans que je fais le métier. Vous m'avez peut-être vu dans le Gros Luxe et n'importe quoi à l'époque, à Musique Plus, peut-être avec vos parents aussi. J'ai animé pendant 11 ans une émission qui s'appelait Job de bras à Z-Télé. J'ai fait de la radio à Énergie, à C'est quoi, Rouge, un peu partout. J'ai un band, Pat Gros et les Bas Blancs. On fait de la musique ensemble. Sinon, vous m'auriez vu. Ah, j'ai fait des publicités pour Skip. Oui, un tu as peu mangé niaiseuse. une volée. Tu as mangé une volée. Oui, j'ai mangé une volée pendant ces 3 années-là de porte-parole de Skip, mais j'ai fait plein de trucs. Alors, peut-être qu'il y en a qui me connaissent, peut-être que non. Alors, c'est ça. Ben écoute, ils vont apprendre à te connaître si jamais ils ne te connaissent pas. On a fait le bon choix de ta présence comme porte-parole des Journées de la persévérance scolaire. On va découvrir pourquoi. Moi, je t'ai connu comme humoriste, évidemment, dans tes shows d'humour, etc. Puis on va écouter un extrait d'un numéro de ton 3e one-man show. Tout de suite, on regarde ça puis on revient. Cool. Chaque fois qu'on vit des moments difficiles, on justifie ça en disant qu'on est en crise. Hein? La crise d'adolescence, la crise de la quarantaine, c'est juste des excuses, ça. Moi, à ce compte-là, j'en ai fait plein de crises. Moi, j'ai déjà fait une crise de la 22e. J'étais pas capable de faire ma place dans le milieu de l'humour. Moi, pour vrai, ça m'a pris du temps. Ça m'a pris 7 ans avant de pouvoir gagner ma vie avec mon métier. J'étais pauvre, mais pauvre, là. Tu sais, quand l'expression « mange ta main, garde l'autre pour demain » passe à 2 doigts de devenir une anecdote, là. Manger des patates 3 fois par jour. Là. J'aime ça, les patates.
Ah, j'aime ça, les patates. Ça t'a suivi toute ta vie, ça. Ouais, ça, c'est un vieux personnage, les jeunes, que je faisais dans le temps, un brigadier scolaire qui disait tout le temps « J'aime ça, les patates! » Écoute, 7 ans avant de percer, puis de pouvoir dire « Hey, je vis de mon métier, l'humour. » Tu sais, quand on parle de persévérance, c'est un bon exemple. Oui, ça a été long, ça a été... faut croire en ce qu'on fait, évidemment, mais tu sais, avant ça, il faut trouver ce qu'on aime aussi. Puis ça, c'est pas évident parce que je me souviens, quand j'avais votre âge, ça fait pas longtemps, on dirait, j'ai déjà eu 15, 16, 17 ans, je savais pas quoi faire dans la vie. Puis là, j'avais une pression des fois des professeurs, de mes amis, pas mes amis, mais de ma famille qui me disaient « Qu'est-ce que tu veux faire dans la vie? Qu'est-ce que tu veux faire? » Puis je me disais « Mais je le sais pas encore, j'ai 16 ans, j'ai 17 ans. » Fait que je ne savais pas parce que je n'avais pas essayé plein d'affaires. Avant, des fois, de savoir ce qu'on veut faire dans la vie, il faut essayer des trucs. Puis des fois, on se dit, ouais, mais c'est difficile de savoir ce qu'on veut faire le restant de nos jours. Ben, tu ne seras peut-être pas obligé de faire ce que tu vas choisir le restant de ta vie, puis le restant de tes jours, en fait. Puis des fois, pour s'aider à répondre à ces questions-là, tu pars de toi, puis tu dis, qu'est-ce que j'aime faire, moi, dans la vie? Qu'est-ce que j'aime faire? Qu'est-ce qui me stimule dans la vie? Est-ce que c'est le sport? Est-ce que c'est les arts? Est-ce que je suis bon en mathématiques? C'est de cibler quelque chose qui nous rend heureux. Puis ça ne veut pas dire qu'après ça, même si tu aimes le sport, que tu vas devenir un grand joueur de la Ligue nationale, mais déjà, ça va te donner un indice que tu es quelqu'un qui aime bouger, qui aime les défis, qui aime, tu sais, fait que des fois, ça nous place un peu les idées. Puis après ça, d'essayer de voir par rapport à nos forces, nos faiblesses, ce qu'on aime moins, bien, ce qu'on a envie de faire dans la vie, ou en tout cas, d'essayer de faire dans la vie. Parce que moi, quand j'ai commencé, en fait, quand j'étais adolescent, oui, je voulais faire de l'humour. J'y rêvais depuis l'âge de 10 ans. Je regardais des galas juste pour rire à la télé. Je me disais, ça n'a pas d'allure de faire des jokes dans la vie. Il y a du monde chanceux qui font des numéros d'humour et qui gagnent leur vie avec ça. Mais d'un autre côté, c'était complètement inatteignable pour moi. En plus, dans ce temps-là, je restais à Ottawa. J'étais dans une école franco-ontarienne. J'étais tellement loin du Théâtre Saint-Denis à Montréal. Tu sais, fait que... Mais après ça, j'ai découvert ce que j'aimais aussi. Je faisais de la radio étudiante, j'étais bon en impro, je faisais un peu de théâtre. Fait que je me suis dit, bon, ben ça va peut-être être dans le domaine des arts que je vais faire ça. Puis ça aurait pu aussi ne pas être dans le domaine des arts. J'aurais pu être professeur. Je donne un exemple, mais quand on enseigne, c'est un peu se donner en spectacle aussi. On a une classe devant nous autres, c'est ça le public. Je me disais, ben peut-être je vais être prof. Moi, tout le monde dans ma famille était prof. Puis, il y avait le métier aussi. Je me disais, ben, peut-être que j'ai envie de faire un métier. Moi, mon père, dans le temps, il installait des poteaux de téléphone, travaillait chez Bell, dans des nacelles, puis dans des camions, puis il travaillait dehors avec ses chums. Je me disais, waouh, ça, c'est peut-être quelque chose que j'aimerais faire aussi, tu sais. Attends-moi une seconde, Patrick, là-dessus. Oui. Je sais où tu t'en vas avec ton anecdote. On va reculer en arrière un petit peu. Tu nous as parlé de job de bras tout à l'heure. Ça a été vraiment un emploi marquant pour toi, un mandat qui s'est étalé sur vraiment plusieurs années, 224 émissions. Si tu nous en parlais un petit peu de ce que c'est, job de bras, puis quel genre de sujet est-ce que vous abordiez, s'il te plaît. Puis on va voir des extraits aussi de cette émission-là pendant qu'on se parle. Job de bras, quand on m'a demandé d'animer cette émission-là, j'ai dit oui. Ça, c'est moi, ça, dans un comme scaphandrier. J'ai fait plein de métiers, en fait, essayé plein de choses. Puis le but, c'était de faire découvrir aux téléspectateurs différents jobs, différents métiers, mais aussi de mettre en valeur les travailleurs, les travailleuses du Québec qui travaillent fort. Et c'est ça qu'on faisait à Job de bras. Donc, 226 épisodes. On a côtoyé à peu près 1500 métiers. J'ai essayé toutes sortes de choses. Et si vous saviez l'admiration que j'ai pour ces hommes et ces femmes-là, ça, c'est moi là, en train de détartrer les dents d'un ours. Faut le faire. Ouais, j'ai fait un ours? Ben des affaires. Oui, un ours. Il est endormi. Il est craint. Ça, c'était les gaz lacrymogènes avec les policiers. Fait que, tu sais, on a fait plein de trucs. Puis, je le répète encore, de valoriser les métiers puis de pouvoir présenter au public plein de choix. Moi, c'est ça qui m'a toujours passionné dans cette affaire-là. C'est des choses, c'est quelque chose qui me tient à cœur. Tu sais, job de bras, d'avoir eu la chance d'animer cette émission-là, ça a été extraordinaire pour moi. Là, j'ai un peu plus de misère avec l'autruche. Oui. Écoute, il faut le faire. Ça, c'est une job, ça, d'embarquer sur des autruches comme ça? Non, mais de soigner les autruches, oui. Okay. Oui. Puis de voir si tu as réussi à les mettre en forme puis d'embarquer dessus pour les tester. Oui, exactement. Mais tu sais, quand j'étais à l'école secondaire, on parle de job de bras, puis je ne sais pas si je m'en vais à la bonne place, là, mais quand on nous demandait qu'est-ce que vous voulez faire dans la vie,
je me souviens, j'avais peut-être 17 ans, puis on était dans une grande classe, il y avait plein de monde, puis j'ai dit, ben, moi, j'aimerais peut-être ça faire un métier, c'est comme mon père, puis peut-être travailler dans les poteaux, puis blablabla. Puis je me souviens que la moitié de la classe avait ri de moi, puis ça m'a marqué. Je me disais, mais qu'est-ce qu'il y a de drôle là-dedans? Dans le temps, on ridiculisait un peu les gens qui voulaient faire un métier ou les gens qui voulaient, par exemple, voyons, excusez-moi, j'ai perdu une idée. J'ai comme un truc l'avez-vous entendu, ça? Oui, oui. Je suis désolé, là, j'aurais pu éteindre ça. Mais bref, donc, parce qu'on valorisait beaucoup les gens dans le temps qui allaient à l'université, puis tout ça, puis moi, ça m'avait dérangé, ça m'avait fait de la peine. Fait que quand on m'a demandé d'animer cette émission-là, c'était comme un peu une vengeance pour moi. Je me disais, ben enfin, on va pouvoir montrer c'est quoi vraiment ces métiers-là. Et ça a changé l'opinion de bien du monde de voir tous ces métiers-là, puis de voir comment ces gens-là travaillaient fort aussi. Tu as eu une tonne de témoignages pendant la diffusion de cette émission-là, puis encore aujourd'hui, des jeunes qui te disent « Hey, moi, là, ça a changé ma perception, je me suis ouvert à plein de métiers, je ne pensais pas que je pouvais faire ça, puis on va y revenir un petit peu plus tard dans l'entretien avec toi, si tu veux bien. J'ai le goût de te demander qu'est-ce que ça veut dire pour toi, la persévérance, mais juste avant, on a posé la question à des étudiants qui débutaient là, le cégep. On les écoute, puis on revient vers toi, Patrick. Cool. La persévérance, c'est faire des efforts, en fait. C'est de toujours... c'est toujours se mettre des objectifs puis continuer sur une bonne lancée, de tout le temps prendre le temps de bien faire les choses. Tout revient à sa propre identité, d'essayer de se connaître soi-même, d'essayer d'expérimenter, parce que c'est comme ça qu'on apprend sur soi-même. Que ce soit des mauvaises expériences puis des bonnes expériences, t'apprends tout le temps. L'important, c'est de pas baisser les bras quand on voit tous nos échecs, de remonter vraiment la pente malgré tous les obstacles qui sont mis sur notre route. C'est sûr que ça peut être difficile, mais on doit quand même continuer. Les échecs, ça fait partie de la réussite. Plus tu tombes bas, plus tu peux remonter haut après. Ça arrive de faire des erreurs puis de se tromper. L'important, c'est d'être capable de se relever après puis de se dire, hey, on remet les bouchées doubles, on refait des efforts puis ça peut juste bien aller après, là. Wow! Est-ce que ça t'inspire d'entendre ça? Ta définition à toi de la persévérance, ce serait quoi, Patrick? Ben, ils ont dit bien des belles affaires, puis c'est rempli de vérité. Je vais essayer de résumer ça à une chose que je dis à mes enfants depuis qu'ils sont jeunes. Quel âge tes enfants? Ben là, ils ont 18 et 16 et demi. Fait qu'ils sont en plein là-dedans, Okay. là, les décisions puis tout ça. Puis ça commence tranquillement à se concrétiser. J'essaie de ne pas leur mettre de pression par rapport à ça. Je leur dis toujours, essayez des affaires, c'est normal, vous allez vous planter. Puis peut-être que vous allez essayer de quoi, puis ce ne sera pas ça, mais en essayant cette affaire-là, vous allez croiser quelqu'un, un ami, un professeur qui va vous dire un truc, ça va changer vos vies. Mais si on ne fait rien, puis on reste assis chez nous, puis on pense qu'on ne vaut rien, il est là le problème. Il faut penser qu'on est capable, puis foncer. Puis la persévérance, moi, je disais à mes enfants, depuis qu'ils sont tout petits, écoute ton cœur, puis fais de ton mieux. Parce que quand tu fais de ton mieux, tu ne peux pas te tromper. Puis quand tu fais de ton mieux dans n'importe quoi, tu es capable de savoir à ce moment-là si tu es bon ou tu n'es pas bon là-dedans. On ne peut pas être bon dans tout. Je veux vous dire un truc qui est super important dans la vie. Je parlais des gens qui riaient de moi à l'école parce que je voulais faire un métier dans le temps. Faites pas ça. Découragez pas les gens autour de vous autres, comme aidez-vous, tu sais. Tout le monde a besoin de tout le monde. Ma grand-mère, elle me disait tout le temps ça, moi. Il n'y a pas de saut métier. Tout le monde a besoin de tout le monde. Fait que il faut faire de son mieux. Puis quand on fait de notre mieux, là, on dit, ouais, j'ai fait de mon mieux, mais c'était pas assez. Mais ça veut dire que tu étais moins bon là-dedans. Des fois, tu vas faire de ton mieux, puis tu vas dire, ouais, je suis donc bien bon dans telle ou telle affaire. Puis là, ça va te donner peut-être un indice de quelque chose que tu veux faire dans la vie. Tu sais. Fait que je pense que la persévérance, c'est ça. Il faut faire attention parce qu'il y a une différence entre faire de son mieux, puis de foncer, puis aussi de s'acharner. Parce que des fois, on fait de notre mieux, on essaye quelque chose, mais on est moins bon là-dedans, mais en même temps, c'est ça qu'on a envie de faire, mais là, on s'acharne, puis on continue, puis ça ne marche pas, puis là, on est découragé, puis on est... C'est pour ça, quand je dis écouter son cœur aussi, on le sait dans le fond de nous-mêmes, si on est fait pour faire quelque chose, ou si on est bon ou moins bon dans ça. Mais c'est certain que vous êtes excellent dans quelque chose. Ça, je vous le jure, il faut juste le trouver. De miser sur ses talents, sur ses compétences, quand les gens vous disent « Hey, t'es bon là-dedans », tu vas OK, d'être à l'écoute de ça. Patrick, il y a 3 ans, tu as été diagnostiqué avec un trouble de déficit d'attention avec hyperactivité. Ça faisait longtemps que tu t'en doutais là, que tu étais dans cette situation-là.
Premièrement, rapidement, ça veut dire quoi, ça, un TDAH avec hyperactivité? Puis en quoi est-ce que ça a été un facteur déterminant qui a joué sur ta motivation à l'école? Parce que j'imagine que ça n'a pas débuté dans les dernières années. Là. À l'école, Non, c'est sûr. C'était le cas aussi. Bien, vous avez vu tantôt, j'ai reçu un texto sur mon ordi, puis là, il n'y a plus rien qui existait. Là, puis là, je me suis concentré là-dessus. J'ai complètement oublié ce que j'étais en train de vous dire. C'est ça, c'est un déficit d'attention, c'est une condition. Déficit d'attention, H pour hyperactivité. Fait que quand j'étais jeune, on est chanceux aujourd'hui maintenant. On a des neuropsys qui sont capables de savoir qui est TDAH, qui ne l'est pas. Mais quand on était jeune, on était juste des petits tannants. Fait que tu étais hyperactif, tu avais un déficit d'attention. Moi, j'étais tout le temps dans ma tête. C'était rigoureux, c'était difficile pour moi d'écouter le prof en avant, surtout quand il était plate. Ça, il y en avait, puis il y en a encore. Quand le prof est intéressant, bien là, ça venait me chercher, puis j'avais plus d'attention, plus d'écoute. Mais même s'il était bon, des fois, je partais dans ma tête, je créais mes propres histoires, fait que c'était difficile des fois de me ramener. Puis ça, on me le reprochait souvent, je dérangeais, je faisais des jokes en classe. J'étais tannant, c'est vrai. Mais j'étais créatif aussi. Puis quand on est hyperactif, on prend des projets, puis on fonce, puis on est là. Puis quand il y a des projets de groupe, bien, on s'implique, puis fait que tout le monde a le défaut de ses qualités. Fait que moi, parce que j'étais hyperactif, parce que j'avais besoin de bouger, évidemment que j'ai découvert du monde comme moi qui avait besoin de bouger, eux autres aussi. Fait que j'ai découvert l'impro, je le disais tantôt, l'impro, là, ça a été une révélation pour moi dans ma vie. J'ai commencé à faire rire, mais sur une glace d'impro, au lieu de déranger en classe, là, j'avais trouvé de quoi où je pouvais me défouler, puis faire rire le monde, puis on dirait que ça me faisait du bien, puis en même temps, ça me valorisait, tu sais. Fait que il n'y a personne de parfait dans la vie. Puis encore là, encouragez-vous au lieu de vous niaiser puis vous ridiculiser. Ça ne sert à rien de faire ça. Tout le monde a le défaut de ses qualités. Des fois, on a une grande qualité. Comme moi, je pense que c'est une qualité d'être capable de communiquer, d'avoir des idées, de cette hyperactivité-là, mais ça peut être un défaut aussi. Je peux déranger des gens aussi, puis je peux être tannant, puis je peux être fatigant. Fait que c'est ça. À chacun sa situation particulière à un moment donné de son cheminement scolaire. Tu sais, pour toi, ça a été la découverte du TDAH, cette particularité-là. Pour d'autres, ça va être des situations qui vont être plutôt complexes à la maison, d'autres à l'école. Chacun vit, tu sais, le chemin de l'école, c'est pas un parcours linéaire, tout le temps droit, tout va bien, puis c'est une seule et même direction. Parfois, et c'est une constante, on vit des épreuves, on vit des défis. Il faut savoir les surmonter, trouver des éléments qui vont nous motiver. On va aller, je vais t'entendre là-dessus, sur peut-être des échecs que tu as vécus ou de gros défis dans ta vie, Patrick, puis à savoir comment tu les as surmontés. Mais juste avant, on va écouter Émile qui nous raconte son histoire. Quand j'ai commencé le cégep, après secondaire, j'ai commencé en gestion de commerce, puis après ça, j'étais en sciences humaines. Puis les 2 sessions que j'ai faites, j'ai complètement laissé ça tomber. J'avais pas aimé ça, j'avais pas des bonnes notes, j'étais démoralisé. J'ai fait des job-ins entre-temps, j'ai essayé des trucs que j'ai pas aimés. Puis j'ai décidé de revenir à l'école en maintenance d'aéronef à l'ENA. Puis là, je capote, j'ai des bonnes notes, je suis motivé à aller à l'école. Fait que c'est vraiment ça mon message, c'est de pas se laisser freiner par des échecs au début parce qu'on sait pas ce qu'on veut faire, mais vraiment de persévérer, puis à un moment donné, ça vient, puis ça devient le fun. Tu veux, c'est un peu comme la vidéo d'ouverture tantôt, je ne sais pas si vous avez bien saisi, mais tu sais, quand Patrick dit oser, essayer des trucs, se relever, dans le fond, on est gagnant quand on retire de ces expériences-là. Toi, as-tu vécu de gros défis, des échecs dans ton parcours, soit scolaire ou professionnel? Oui, puis je pense que je l'ai vécu comme un gros échec, puis ça m'a affecté aussi parce que je donnais tellement d'importance à cette affaire-là. Puis des fois, faut essayer de prendre ça avec un grain de sel aussi. Quand on dit d'essayer des choses, c'est comme ça que tu vas savoir, comme je disais tantôt, si ça fonctionne ou ça ne fonctionne pas. Des fois, on nous met beaucoup de pression. C'est normal de se planter dans la vie. Pourquoi on se met cette pression-là? Tout le monde se plante. Regardez les plus grands, les hommes d'affaires, les gestionnaires de compagnie, dans la technologie, dans n'importe quoi. Ils ont fait faillite, se sont plantés, ils ont recommencé. C'est complètement normal, ça. On est dur sur les autres, puis on est dur sur nous-mêmes. Puis moi, j'ai été dur sur moi parce que j'ai commencé à faire de l'humour dans un groupe à 19 ans. Je suis parti d'Ottawa, laissé ma blonde dans le temps, mes amis, je ne les voyais plus. Je suis arrivé à Montréal, je ne connaissais personne ici. On a travaillé ensemble pendant 4 ans. J'avais des jobs de jour. Je travaillais 100 heures par semaine. C'est pas compliqué là, pour pouvoir faire de l'humour parce qu'on n'arrivait pas à gagner nos vies avec ça. Fait que j'ai mis beaucoup d'énergie dans le projet. Des fois, on avait des bons shows. Des fois, c'était pas bon. On faisait pas d'argent. On était pauvres.
mais on voulait que ça marche et à un moment donné, ça s'est arrêté puis ça n'a pas marché finalement parce qu'on n'avait plus les mêmes ambitions, on ne voyait pas l'humour de la même façon. Et du jour au lendemain, je me suis retrouvé dans mon 2,5 à Montréal, un 2,5 dégueulasse, pauvre, loin de chez nous, loin de ma famille. Écoute, j'ai frappé le fond. Je me disais, qu'est-ce que je vais faire? J'étais supposé, je voulais peut-être aller à l'université. Je ne suis pas allé à l'université. Là, j'ai presque 24 ans. J'ai 23 ans à cette époque-là. Je n'ai pas d'éducation. J'avais juste l'humour. Je ne sais plus quoi faire. Je suis découragé. Puis ça m'a fait bien de la peine, ça, pour vrai. Puis ça a été très, très, très difficile cette année-là. Puis à un moment donné, je suis allé voir mon père. Puis mon père m'avait dit, tu sais, Patrick, ta mère et moi, on voit que depuis un bout de temps, ça ne va pas bien. Tu as de la peine. On ne sait pas pourquoi, on n'ose pas t'en parler. C'est vrai, je pleurais tout le temps dans ce temps-là. Je ne savais pas ce que j'avais. Puis mon père m'avait dit, je ne sais pas si ça va t'aider, ça, mais nous, on croit en toi, on croit en ton talent. Là, tu vis une épreuve, puis tu as 2 choix dans la vie. Puis c'est vrai que souvent, on a 2 choix. Tu continues dans cette direction-là à penser que tu n'es pas bon, que tu as perdu ton temps, que tu ne vaux rien, ou bien non, tu te donnes un coup de pied en quelque part, tu regardes en avant, puis tu fonces. Puis tu vas le chercher, ce rêve-là. Tu sais que tu es drôle, tu as fait rire bien du monde, tu sais ce que tu as de besoin. Fait qu'il dit, vas-y, puis va le chercher. Sinon, tu vas continuer à être down de même, à être déprimé, puis de penser que tu ne vaux rien. Puis j'ai décidé de l'écouter cette fois-là, puis j'ai dit, hey, sais-tu quoi? Je vais m'en donner un coup de pied, puis je vais avancer, puis je vais y aller, puis je vais foncer, puis je vais au moins faire de mon mieux. Puis si je fais de mon mieux comme humoriste solo, parce que là, je n'étais pas en groupe, puis ça ne marche pas, ben coudonc, là, je ferai d'autres choses. Je retournerai à l'école, je me trouverai un autre job, puis finalement, ben tant mieux pour moi. Ça a marché, mais ça a pris encore 2 ans après ça, presque 3 ans. Moi, ça a pris 7 ans avant de pouvoir gagner ma vie avec mon métier. Donc, de payer mon loyer avec des jokes puis avec le métier que je fais aujourd'hui. Ça, c'est de la persévérance. Heureusement que tes parents étaient là, tu étais bien entouré. Tu sais, ça fait une grosse différence d'être bien accompagné. C'est Oui. d'avoir l'intelligence de cibler peut-être des gens autour de vous là, qui peuvent faire la différence, qui sont à l'écoute. Qui vous apprécient pour ce que vous êtes, puis peuvent vous aiguiller là, dans le bon chemin. On va écouter un extrait de Joseph qui nous raconte en quoi, lui, ça a fait la différence d'être bien accompagné, puis on va entendre tes anecdotes à ce sujet-là au retour. En fait, moi, je suis dyslexique, dysorthographique, donc pour moi, l'école, c'est quelque chose de vraiment difficile. Il faut que je mette beaucoup d'efforts. Des fois, c'est même mettre les bouchées doubles ou les bouchées triples parce que sinon, on n'y arrive pas, mais ce qui m'a vraiment aidé à me motiver, c'est d'avoir de l'accompagnement, d'avoir des gens que j'aime, qui m'ont accompagné depuis que je suis tout petit, en fait, puis qui m'ont donné la motivation puis la chance de réussir. Tu sais, quelqu'un qui est à l'écoute, qui est réceptif du problème ou de ce qui se passe, ça enlève tellement un poids sur tes épaules quand il se passe quelque chose. Fait que d'avoir des amis, de la famille, des gens qui t'accompagnent, ça aide vraiment à se sentir vivant. Puis de sentir la motivation venir en toi parce que tu le fais, oui, tu le fais pour toi, mais tu le fais aussi pour, en partie, les gens que t'aimes. Hey, je peux te dire quelque chose tout de suite? Vas-y. Moi, j'ai envie de dire, attendez pas après les autres pour croire en vous. Parce que je le sais, ça fait longtemps que je fais ce métier-là. La plupart des gens ne veulent pas que tu réussisses dans la vie. C'est plate à dire, là. Je ne veux pas vous décourager aujourd'hui. Des fois, c'est vrai qu'on est moins bien entouré. Mais à la base, on dirait qu'il y a beaucoup de jalousie des fois et tout ça. Puis c'est pas nécessairement tout le monde qui veut notre bien. Fait que notre entourage est vraiment important. C'est vrai que c'est pas tout le monde, on va le dire, la vérité. C'est pas tout le monde qui a des bons parents, pas tout le monde qui a des bons amis. C'est très malheureux. Mais en même temps, vous avez 2 choix, je vous l'ai dit tantôt. Est-ce que vous allez vous laisser déprimer par ça, puis penser que vous ne valez rien? Vous allez dire, non, je vais leur montrer. Moi, je me disais ça quand j'étais jeune. Je vais leur montrer que je suis capable. Puis ça me motivait aussi. Fait que c'est de croire en vous, puis de ne pas attendre après les autres pour croire en vous, 1. Puis 2, c'est de bien vous entourer. Si ce n'est pas des amis, des parents, bien, changez de gang, changez d'amis. Je vous l'ai dit tantôt, tout le monde a besoin de tout le monde. Il faut qu'on apprenne à se pousser puis à se valoriser entre nous autres. Vous les connaissez, ceux et celles qui vous rabaissent dans la vie, puis qui ne sont pas fins avec vous autres, puis qui ne sont pas, tu sais. Puis ceux qui ne sont pas fins comme ça, bien, demandez-vous donc pourquoi vous n'êtes pas fins avec les autres, puis vous êtes tout le temps en train de les rabaisser, au lieu d'essayer de vous élever tout le monde ensemble. Puis fait que les choix d'amis, c'est hyper important. Mais mettons que tu es dans un milieu qui fait que ça ne va pas super bien avec tes parents, puis tu n'es pas entouré de gens qui veulent t'aider, bien, juste ça devrait être une motivation, puis de dire, ah ouais, ben moi, je vais vous montrer que je suis capable.
moi, je vais me dépasser, puis je vais y aller au bout de cette affaire-là. Et croyez-moi, j'ai pas toujours eu des bons amis, moi, dans la vie. J'ai pas toujours été bien entouré, puis ça m'a toujours sauvé. C'est pas vrai que cette personne-là qui est dégueulasse avec moi va décider de mon avenir. Ça, en soi, c'est une motivation de dire, Oui, c'est ouais, je dirai pas ce que j'ai envie de dire en ce moment parce que vous êtes en classe, puis c'est pas poli. Mais je vais m'arranger, moi, d'abord. Je vais écouter mon cœur, puis je vais l'essayer. Tu sais? Fait que moi, c'est ça que c'est très important. Ça a l'air niaiseux ce que je vous dis, mais c'est bien important, je pense. Il y a des professeurs, évidemment, qui sont à l'écoute. Tu as eu de belles histoires, des professeurs qui ont fait la différence dans ton parcours. Un prof d'histoire, je pense, qui a su captiver ton attention. Moi, tu sais, l'histoire, c'est beaucoup de par cœur. Hein? Fait que, en partant, pour un TDAH qui a un déficit d'attention, qui est tout le temps dans la lune, puis dans les nuages, puis qui regarde par la vitre dehors l'été, d'avoir un professeur qui nous motive puis qui vient nous chercher, c'est important. Puis même que je pense, puis je l'ai déjà dit en entrevue ou dans des émissions de télé, que c'est probablement grâce à lui que je suis même devenu humoriste aujourd'hui parce qu'il était tellement drôle. Puis il venait nous chercher. Écoute, je ne vous dis pas de faire ça, les profs, là, mais nous autres, ils criaient, rentraient dans la classe, marchaient ses pupitres. Ils nous parlaient d'histoire, ils comparaient des trucs à des trucs modernes d'aujourd'hui. Juste sa façon, parce qu'on raconte l'histoire aussi, de nous raconter l'histoire, ça nous est resté dans la tête. On avait la plus haute moyenne à l'école, les examens. Écoute, je ne me souviens pas de la moyenne de classe, mais ça n'avait pas de bon sens. Parce que ce professeur-là, vous n'avez pas idée de l'impact que vous avez aussi sur vos jeunes, vos élèves. Ce professeur-là avait une soif d'enseigner parce que lui, il y en a aussi peut-être qui enseignent et qui n'aiment pas ça dans la vie et qui n'ont pas choisi la bonne affaire. Mais lui, il aimait ça enseigner. Puis c'est important pour lui de bien le faire. Puis ça a été quelqu'un vraiment de significatif et de déterminant dans ma vie, ce monsieur-là. Parle-nous de Prima Parent. Prima Parent. On a nommé son nom, je ne sais pas si je peux le dire. C'est Prima Parent. Ben oui, on peut le dire. Okay. C'était mon professeur en quel nom, hein? Prima. Mon professeur en 6e année. Et là, j'étais tannant chaque année. Puis ma mère vous dirait qu'au secondaire aussi, là, mais chaque première année d'école, téléphone sonnait à la maison. Puis là, les professeurs disaient « Je pense qu'on va avoir un problème avec votre fils ». Et Prima, ben, c'était pas exceptionnel pour elle non plus. Quand le début d'année, la première semaine d'école, je suis turbulent, je fais du bruit, je dérange, je fais des jokes quand c'est pas le temps. Et là, elle vient derrière moi, ben, elle avait des grands ongles, je m'en souviens encore, puis elle m'a planté ses ongles dans les épaules. Elle m'a pas fait mal, là. Mais j'ai juste, écoute, j'ai arrêté tout ce que je faisais, puis je l'ai écouté, puis elle m'a parlé à 2 pouces des oreilles, puis elle m'a juste dit « Ça se passera pas de même cette année avec moi, m'as-tu compris? » Et là, elle m'a vraiment fait peur. Puis je l'écoutais. Puis elle m'a juste dit, elle dit, je le sais, je connais ta réputation. Puis elle dit, je le sais que tu aimes ça déranger, puis tout ça. Mais elle dit, moi, je pense que tu aimes déranger parce que tu es quelqu'un qui est hyper actif, qui a beaucoup d'idées, qui a envie de partager des affaires, qui aime rire, tu es un gars de gang, blablabla, blablabla. Mais elle dit, là, tu me déranges. Fait qu'au lieu de me chicaner, de me donner des retenues à pu finir, parce que c'est ça que j'avais, moi, à l'année longue, elle m'a dit, si tu te comportes bien, puis tu me respectes pendant mon cours, à chaque fin de cours, je te donne, tu vas avoir 10 minutes à toi. Tu vas pouvoir déconner, faire les jokes que tu veux. Écoute, je prenais des notes des fois pendant le cours parce que j'avais des flashs sur de quoi que j'avais trouvé drôle pendant les classes, puis tout ça. Fait que ça a été, elle a complètement changé ma vie, cette femme-là, parce que je vous parlais tantôt du défaut de nos qualités. Elle a été capable de cerner dans ce jeune-là hyperactif des qualités quand même, puis elle comprenait que j'avais besoin de ça, moi, de m'exprimer, puis tout ça, puis je ne pouvais pas le faire dans les classes, puis fait que d'avoir ce temps-là, pour moi, c'est une grande marque de confiance aussi, puis elle m'a appris aussi à avoir confiance en elle, puis de la respecter, puis de dire, bon, ben c'est vrai que c'est bien le fun d'être drôle puis d'être hyperactif, mais il y a d'autres jeunes qui ont envie d'écouter en ce moment, puis qui ont envie d'apprendre, puis je la dérange, puis fait que cette espèce de respect-là, mutuel, ça a vraiment été marquant pour moi, puis j'ai beaucoup appris de ça après. Mais ce que je retiens de ton histoire, c'est qu'il y a une responsabilité qui vient des deux parties. Tu sais. Le prof, il doit faire sa job, il doit interpeller, trouver le potentiel chez le jeune, mais le jeune, sa responsabilité, là, c'est de donner une chance au professeur de faire son travail pour l'ensemble des jeunes qui sont là. Ouais. Toi, tu es tout seul avec le prof, tu as une relation, tu sais. Ouais. Mais lui, il y en a avec 15, 20, 25, 30 en même temps. Oui, puis quand on a une condition comme la mienne, mettons, je ne le savais pas, moi, avant, il y a 3 ans, même si tout le Québec s'en doutait.
Mais quand on a une condition, on ne s'en rend pas toujours compte. T'sais. On pense que c'est les autres qui ne sont pas normales. T'sais. Comme, en tout cas, je ne rentrerai pas là-dedans. Mais des fois, oui, ça fait du bien de constater qu'on n'est pas tout seul dans la vie. Quand je disais que tout le monde a besoin de tout le monde, ben, ça va dans ce sens-là aussi. Tout le monde peut déranger tout le monde. Fait que le respect est important. Ben, c'est peut-être de miser sur les. Je ne sais pas si ce n'est pas des profs, ben, il y a peut-être, je ne sais pas, la personne qui s'occupe du comité spectacle, de la salle en audiovisuel, du théâtre, de l'impôt, de la radio, un surveillant, un suppléant, un intervenant qui est dans l'école, de trouver vos points d'attache, là, vos repères, les jeunes, là, avec qui donne du sens à votre passage à l'école, puis de vous accrocher à ça aussi. Puis juste d'être à l'écoute d'un élève, des fois, puis d'aller s'asseoir avec, puis au lieu d'y donner de la chenoute, là, de juste dire, tu sais, comment tu te sens, comme pourquoi tu fais ça, pourquoi tu es comme ça, tu sais. Juste la conversation, des fois, on peut faire du chemin avec une bonne conversation, puis juste de demander à l'autre, tu sais, dis-moi pourquoi tu as l'air tout le temps fâché, ou pourquoi tu n'es pas content, ou d'avoir cette espèce d'écoute-là, ça peut aider aussi. Là. Je m'éloigne un peu du sujet, mais bon. Le message est passé. Patrick, on revient dans le sujet de la persévérance et du choix. Tu sais, on a des jeunes qui nous écoutent en ce moment qui font comme « OK, je suis en secondaire 4, il faut que je choisisse mon avenir cette année parce que je dois faire mon dépôt pour le cégep. Secondaire 5, ça s'en vient, il va y avoir des portes ouvertes. » Mais il y a beaucoup trop de choix, beaucoup trop de possibilités. Ça, c'est un profil. Puis tu as un autre profil qui dit j'ai pas assez de choix, je ne sais pas, je ne connecte pas avec rien qui existe. Dans ce que tu as vécu dans Job de bras, on parle de 1500 métiers là, que vous avez côtoyés. Tu as vu des métiers probablement qui étaient audacieux, différents. Tu as fait comme « wow, ça existe ». Tu en as peut-être même, tu t'es dit « hey, est-ce que je ferais ça moi dans ma vie ?» On te voit là, sur le top, le dessus d'une éolienne en ce moment. Une éolienne en Gaspésie à Saint-Ulrich. Ouais, ça, c'était moins le fun, par exemple. Là, ça, sauter dans l'eau glacée, puis il fallait rester là. Il fallait que je nomme mon nom, puis tout ça. Écoute, j'étais comme... J'étais pas capable de parler. Faites pas ça à la maison. Là. Non, surtout pas. Là. Ça, c'était dans une carrière au Nunavut. Travailler dans les mines. Ça, c'était avec des gars. C'est toi qui as parti l'explosif comme ça, qui l'a démarré? Oui, c'est moi qui l'ai démarré. Ça, c'est clown de rodéo. Et là là. Ça c'était quelque chose. Oui, c'est un métier. Il y a des gens qui font ça dans la vie, là, pendant des rodéos. Ça, c'est quoi? Ah, ça, c'est quand on a fait... on allait faire des réparations sur le pont Jacques-Cartier à Montréal. Fait que là, on est là, puis là, il y a une tempête d'ailleurs. Puis c'était pas prévu, ça, cette tempête-là. Fait qu'il fallait descendre. Ça, les métiers avec les militaires, il y en avait tellement. On est avec les... Ah, ça, là. Ça, là. Ça, je me suis même... Écoute, j'aurais arrêté ma job d'humoriste pour faire ça. Ça, c'est du sauvetage en hélicoptère. C'est un métier qui existe avec les services d'urgence de la Sûreté du Québec. Et c'est sur 226 épisodes, c'est la première fois que je me disais, j'arrête de faire des jokes, de la musique, de la radio, d'animer des shows de télé. C'est ça que je veux faire. Et j'étais très sérieux. Je suis rentré à la maison, je parlais à la mère de mes enfants dans le temps. J'ai dit, j'ai adoré ce que j'ai fait à date en humour, mais je lâche tout ça. Puis c'est ça que je veux faire. Cette journée-là, ça a été une révélation pour moi. Fait que c'est un exemple. Mais qu'est-ce qui est venu te chercher à ce point-là pour que tu dises, je remets tout en question? Là. Écoute, premièrement, moi, j'ai déjà pris des cours d'aviation quand j'étais plus jeune, de voler, d'être dans un hélicoptère, d'aller sauver des gens qui sont perdus en forêt, puis ça peut être plein de trucs. Cette espèce d'adrénaline-là, écoute, je me suis dit, c'est ça que je veux faire. Là, on me voyait descendre avec un treuil puis d'aller sauver une victime. Je me disais, voyons donc, je suis comme un super héros, tu sais. Puis finalement, quand j'ai posé la question à la gang de la Sûreté du Québec et des services d'urgence, ils m'ont dit, oui, mais attends, là, avant de faire ça, tu es obligé de faire 10 ans de patrouille comme policier. Ça, c'est le bout qui m'intéressait moins, disons. OK, c'est là que tu as avorté le projet. Oui, mais ça, on m'avait dit, on va te former, puis oui, tu peux faire ça. Demain matin, je lâchais tout. Fait que je vous raconte ça parce que oui, j'aimais l'humour, puis jamais dans ma vie, j'aurais pensé faire autre chose. Puis tu vois, des fois, on évolue dans la vie, on change. Puis parce que j'ai fait l'émission de Job de bras, il y a plein d'affaires là-dedans qui me tentaient. Celle-là, j'aurais laissé la job que j'avais déjà pour ça. Mais c'est pour ça que je vous dis d'essayer, puis on en parle dans la campagne, de dire oser, puis de foncer, puis d'essayer. Parce que si vous n'essayez pas, vous ne le saurez pas. J'aurais jamais su, moi, avant de le faire,
que ça serait venu me chercher autant que ça. Fait que ça a été... Mais tu sais, dans notre quotidien, toi, c'était une émission. On peut se dire que tu avais la chance d'en essayer un et un autre, là, un des métiers. Donc, comment ça se représente, ça, dans un parcours d'un jeune qui est à l'école, de dire il faut que j'essaie un maximum? Comment c'est possible de faire ça? Ben, tu sais, je te donne un exemple. Là, je ne sais pas comment t'expliquer ça. Puis quand j'ai commencé à faire de l'humour, à 21 ans, je l'ai dit, je n'étais pas capable de gagner ma vie avec ça. Mais j'ai travaillé dans plein de trucs. J'ai travaillé un peu sur la construction, j'ai travaillé dans des restaurants. Puis moi, j'ai été sous-chef dans un resto à Montréal pendant. J'ai travaillé dans un resto pendant 3-4 ans, mais j'étais rendu sous-chef la dernière année. Puis j'adorais la cuisine. J'aurais pu faire ça aussi. Puis j'aurais pas été malheureux. Fait que ça aurait pu ne pas marcher en humour non plus. Mais parce que je n'étais pas capable de gagner ma vie en humour, j'ai été obligé de choisir des métiers que ça ne me tentait pas de faire pour gagner ma vie. Puis finalement, la construction aussi, j'aimais ça. C'est peut-être de quoi que j'aurais pu faire. Fait que des fois, c'est des erreurs de parcours. Mais je le dis encore, faites de votre mieux, allez-y, foncez, puis essayez. Parce que si on n'essaye pas, on ne peut pas savoir si on aime ou on n'aime pas quelque chose. Parce que je vais vous dire ce qui est le plus important, puis ce que je répète à mes kids, à moi, mes enfants, c'est trouve-toi un but. Quand tu n'as pas de but dans ta journée, ça ne te tente pas de te lever, ça ne te tente pas de travailler. Il y en a qui vont dire, mais moi, ça ne me tente pas d'aller à l'école. Oui, mais peut-être que l'école, ton secondaire 5, le cégep, l'université, le collège, va t'amener à faire quelque chose que tu as envie de faire, puis il y a un but. Même ma fille, moi, elle n'aimera pas ça que je parle d'elle comme ça. J'espère qu'elle n'entend pas ça. Mais bref, elle sait depuis qu'elle a 12 ans qu'elle va être psychiatre dans la vie. Fait que là, elle vient de faire la première année de cégep. Elle a décidé d'aller en sciences nat pour faire sa médecine, pour à un moment donné faire une spécialisation pour être psychiatre. Puis elle a fait 3 mois, puis elle m'a appelé, elle a dit, je vais aller dîner avec toi, je veux te parler. Elle était mêlée bien raide. Elle ne voulait plus faire ça. Elle ne savait plus ce qu'elle voulait faire. C'était trop difficile pour elle. Elle voulait peut-être étudier. Maintenant, elle me parlait de marketing, de la mode. Elle me parlait de, tu sais, j'y ai jamais mis de pression, moi, pour faire ça. Puis j'y ai dit, écoute, vas-y, essaye-le. Moi, mon opinion de papa, c'est que c'est peut-être pas le meilleur choix parce qu'avec l'intelligence artificielle, le marketing puis la mode, je pense que c'est 2 affaires qui vont sauter bien vite. Puis je pense pas que tu as bien d'avenir là-dedans. Mais si toi, tu as envie de le faire puis de l'essayer, vas-y. Tu sais, peut-être que tu vas le faire puis tu vas te rendre compte que tu aimais ça, les sciences nat, finalement. Ou peut-être que tu peux donne au moins une autre session pour voir si tu aimes ou tu n'aimes pas ça pour vrai, puis tout ça. Fait qu'elle aurait pu aller dans une autre école, essayer d'autres choses, puis peut-être qu'elle n'aurait pas aimé ça, mais peut-être qu'elle aurait rencontré une amie ou un ami là-bas qui aurait parlé d'une autre passion qu'ils ont, puis elle aurait fait comme « Ah, c'est ça que je veux faire de bord. » Fait que c'est là l'important d'essayer des trucs, mais faites quelque chose. Puis quand vous n'êtes pas certain, bien, essayez n'importe quoi. Lancez-vous dans le vide, puis vous verrez. C'est mieux que de rien faire, puis de penser qu'on ne vaut rien. Parce que c'est pas vrai, ça. Patrick, merci. On arrive à la fin de l'entretien, puis j'ai une dernière question pour toi. Tu sais, tu nous dis essayer, foncer, se donner la chance de mettre le doigt sur nos passions, nos buts et tout ça. J'aimerais t'entendre me parler de la récompense qui vient avec la persévérance. À quel point tu savoures aujourd'hui le fait d'avoir persévéré? C'est quoi les fruits qu'on récolte de cette persévérance-là? C'est une fierté, évidemment. C'est drôle, je ne sais pas où, dernièrement, j'entendais quelqu'un dire, c'est quelqu'un qui avait gagné de l'argent, le million, mettons, puis il disait, c'est drôle, j'ai gagné 1 million, mais en quelque part, je suis comme pas fier de moi parce que je n'ai pas travaillé pour, On dirait que quand on persévère, puis on travaille fort, puis tu sais, ça peut être facile ou pas facile, mais quand on réussit à atteindre nos buts, quand on a été bien accompagné aussi à travers ça, qu'on a essayé de faire les bons choix, puis quand enfin on se plante, puis on se relève, puis on recommence, puis hey, c'est pas facile des fois. Là, tout le monde, on dirait qu'on vous dit aujourd'hui, ben non, tu as juste à croire en toi, puis avoir des buts, puis c'est facile. Non, il n'y a rien de facile là-dedans. Je vous l'ai dit tantôt, moi, j'ai passé un mauvais quart d'heure, j'ai des très mauvais souvenirs de moi qui faisais des shows sur une scène où personne riait. Je me suis jamais fait huer, heureusement, mais au début, ça ne marchait pas tout le temps. Puis c'était l'orgueil, puis j'étais découragé. Je rentrais chez nous le soir, je me disais, qu'est-ce que je fais là? Je vaux rien. Puis des fois, on pense qu'on vaut rien, puis c'est correct de le penser, mais pas trop longtemps. Puis le lendemain, tu te retrousses les manches, puis tu fonces. Parce que vous allez réussir à un moment donné. C'est certain. Si vous travaillez fort, je répète, vous avez confiance en vous autres, il ne faut juste pas penser que tout va venir facilement.
sais, on le voit des fois sur les réseaux sociaux, là, puis je ne suis pas en train de vous juger, tellement pas. Je suis convaincu qu'il y a plein de monde qui pense la même affaire que moi en ce moment dans les classes. C'est comme le succès instantané. Mon fils, à un moment donné, dit, j'ai trouvé un truc sur TikTok, là, je peux devenir millionnaire puis je fais rien. Je dis, voyons donc, c'est quoi ça? Il faut travailler dans la vie. Ça. On n'a rien pour rien, c'est pas vrai. Mais quand on croit en quelque chose, puis qu'on fonce, puis qu'on persévère, ben c'est sûr qu'il y a une récompense à la fin. Puis après ça, on est fier. Je suis fier, moi, de ma carrière. Je suis fier de ce que j'ai accompli. Puis j'ai des amis qui font d'autres choses dans la vie, puis je suis extrêmement fier d'eux autres aussi, parce qu'ils font ce qu'ils voulaient faire, puis ils ont travaillé fort, puis ils ont atteint leur objectif, puis il y en a plusieurs qui vivent leurs rêves aussi. Derrière chaque accomplissement, il y a de la persévérance. C'est la thématique des journées de la persévérance scolaire. Je peux-tu dire aussi, excuse-moi. Rapidement, Patrick. Oui, rapidement. Amusez-vous. Oui, n'oubliez tellement. pas ça. Quand vous faites de quoi, ça a l'air sérieux aujourd'hui. Là, tu vois, là, on va finir la conférence. Moi, je vais me juger. Je vais dire, j'étais donc bien plate. J'étais trop sérieux. Je faisais pas de joke. Je faisais pas. Mais amusez-vous dans la vie. C'est important aussi de faire des trucs qu'on aime. Puis ça peut être le fun, persévérer puis essayer. Patrick, je vais terminer ça pour t'aider à finir sur une bonne note là, avec la perception que tu as de toi-même. Juste à dire que tu es le porte-parole des journées de la persévérance scolaire. De par ton parcours, ton expérience, on t'a choisi comme porte-parole de la persévérance. Alors, merci infiniment d'avoir accepté et tu as relevé le défi haut la main aujourd'hui. J'espère que dans les classes, là, vous êtes contents de ce que vous avez entendu puis que vous êtes fiers de vous. Alors, merci infiniment, Patrick. C'est ce qui met fin à l'entretien avec toi. C'est un honneur pour moi. Merci à vous autres. Puis merci à vous autres en classe partout, les élèves, les professeurs. Merci beaucoup. À bientôt. Oui, je termine en vous remerciant. Merci effectivement les professeurs d'avoir dit oui à cette invitation-là, d'avoir été là. Si vous souhaitez revoir cet entretien, c'est possible. Allez sur cette même page-ci. En haut à droite, il y a un bouton où il est inscrit rediffusion et c'est possible pour vous de revoir cette diffusion. Alors, on continue, on persévère, on explore, on ose réaliser ses rêves. La vie vous appartient. À bientôt.